J'ai souvent entendu dire qu'il fallait donner tout ce qu'on a pour réussir, travailler toujours plus, être toujours meilleur. Mais à quel prix vraiment? Et si ce succès-là était toxique? Et c'est ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, puisque si vous êtes entrepreneur, vous savez certainement combien l'on peut se retrouver aspiré par son activité, voire même perdre le plaisir initial qui nous a poussé à nous lancer dans l'entrepreneuriat. Et c'est d'autant plus vrai à l'heure des réseaux sociaux. Parce qu'il y a tout de même beaucoup de messages qui nous poussent à être très performants, à tout réussir, à courir après toujours plus de succès, d'argent, de visibilité, de projets, etc. Et sans remettre en question le fait que l'on puisse vouloir se réaliser à travers une vie professionnelle épanouissante, moi la question que j'ai envie d'amener sur la table aujourd'hui, c'est mais comment on le fait? Dans quel état intérieur? Ou à quel prix? J'aimerais citer la psychothérapeute Audrey Schoen qui l'a dit: quelle utilité a une entreprise prospère si votre famille ou votre bien-être personnel en souffre? Et cette question, de nombreux entrepreneurs évitent d'y répondre jusqu'à ce que la réalité les rattrape. Parce que ce dont je vous parle ici, ce n'est pas du résultat qui est le succès. Vous pouvez avoir énormément de succès, vous pouvez avoir une entreprise florissante, des clients satisfaits, une belle notoriété, et pourtant y laisser toutes vos ressources physiques et émotionnelles. Parce que quelque part, il y a encore beaucoup de messages en lien avec le no pain, no gain. Si vous ne souffrez pas, vous ne méritez pas. Et c'est bien pour cela qu'il y a une chose assez redondante que je remarque chez mes clients, qui est l'incapacité à ressentir le plaisir. Parce qu'on a normalisé la douleur et le fait de complètement museler notre bien-être. Et je suis tombée sur une enquête récente qui révèle quand même que 87% des entrepreneurs luttent contre au moins un problème de santé mentale. Quels sont les défis les plus courants? Eh bien l'anxiété, chez plus d'un entrepreneur sur deux, un niveau de stress élevé pour près de 46% d'entre eux, l'épuisement professionnel ou le burn-out pour un tiers des entrepreneurs, et sans oublier le syndrome de l'imposteur qui ronge aussi environ un tiers d'entre eux. Et pourtant, les entrepreneurs peignent souvent le portrait d'individus passionnés, résilients. Mais les chiffres montrent l'envers du décor. C'est que derrière la passion se cache fréquemment l'angoisse, la solitude, qui est quand même éprouvée par 27% des entrepreneurs, et des doutes profonds. Et d'après cette même étude, eh bien seulement 12% des entrepreneurs interrogés disent ne souffrir d'aucun de ces problèmes. Autrement dit, près de 9 sur 10 admettent en rencontrer au moins un. Et il faut quand même dire que les femmes entrepreneurs en particulier font face à des défis émotionnels spécifiques dans cette course effrénée au succès. Par exemple, la peur de ne pas être légitime dans ses réussites, vous savez, le fameux syndrome de l'imposteur, touche environ 41% des entrepreneurs, donc femmes, un taux bien plus élevé que chez leurs homologues masculins, où ça tourne autour de 28%. Et c'est la même chose pour les préoccupations financières chroniques, comme la crainte de manquer de fonds, de ne pas être rentable, etc., qui affectent quand même 44% des femmes chefs d'entreprise contre 37% des hommes. Et donc ces soucis constants vont créer un climat d'anxiété de fond où chaque réussite est aussitôt suivie d'une nouvelle inquiétude. Et au quotidien, beaucoup d'entrepreneurs ressentent un sentiment d'isolement parce qu'on n'a pas forcément quelqu'un à qui confier le poids de nos responsabilités. Et on peut donc se sentir seul face à nos décisions, ce qui est un vrai paradoxe quand même à l'ère des réseaux sociaux et de l'hyperconnexion, mais c'est pourtant une réalité attestée par plus d'un quart des entrepreneurs interrogés. Alors, concrètement, mais pourquoi tant d'entrepreneurs en arrivent là? Eh bien, certes, il y a l'envie de donner vie à sa vision, de réussir, de développer son projet, d'aider les gens. On a envie de se battre, on a envie que ça marche, quoi. Mais il y a autre chose de plus profond qui est que nous sommes habitués à séparer notre corps, nos besoins, de ce que nous créons en tant qu'entrepreneur. On devient entrepreneur. Pourquoi? Eh bien parce qu'on aspire à faire quelque chose pour soi.
quelque chose qu'on aime. On a envie de se lever le matin avec plaisir, avec envie. Donc on part vraiment de quelque chose qui est réel, somatique, de quelque chose qui est là dans notre corps, qui nous habite et qui va en quelque sorte devenir le moteur de nos efforts. C'est quelque chose qu'on ressent. Et puis on va créer le business, mais alors qu'on est parti d'un mouvement profond, intérieur, qui nous a poussé à nous lancer, on va complètement s'éloigner de nos ressentis, de nos sensations, de notre corps, pour aborder une croissance qui n'est que mentale, pour ne répondre qu'aux injonctions extérieures, etc. Je crois qu'une des choses que je vois le plus souvent chez mes clients, et je dirais même chez mes clientes, c'est que bon nombre de choses qu'elles font, comme le type de contenu qu'elles publient, le nombre de posts publiés, la manière de fixer leurs tarifs, etc., ne viennent pas de leur corps. Ça ne vient pas de cet élan et de cette impulsion intérieure qui fait que les actions vont profondément sonner justes, mais ça vient plutôt de ce qu'elles pensent qu'elles devraient faire pour être vues, pour être entendues, et qui a peut-être marché pour les autres, mais qui ne marchera peut-être pas pour elles, parce qu'on n'a pas du tout la même capacité du corps à vivre certaines choses. Moi, par exemple, je n'ai pas la capacité de certaines femmes qui vont passer leur temps à faire des reels, à être là sur les réseaux, à animer leur communauté, etc. Et lorsque j'ai tenté de le faire, à une époque, en pensant que ça allait être le truc qui allait marcher, eh bien j'ai commencé à procrastiner, à perdre confiance en moi, à prendre moins de plaisir, tout simplement parce que ce n'était pas moi. Ce n'était pas fait pour moi. Et mon corps me le disait par ce désengagement que je ressentais envers mon activité, par cette procrastination, qui était une réponse au stress, quand il fallait publier quelque chose de nouveau, parce que je n'étais pas en train de diriger mon activité à partir de mon corps, mais uniquement à partir de ma tête. Et c'est ça la cause du succès qui coûte trop cher. Des entrepreneurs qui oublient de s'écouter et qui ignorent les signaux d'alarme comme le mental qui tourne en boucle, la fatigue qui ne les lâche plus, les douleurs un peu devenues chroniques, les troubles du sommeil, l'anxiété, le manque de clarté, les changements d'humeur et tous les autres signes d'un entrepreneur qui ne connaît plus le repos et qui vit en dehors de la capacité de son système nerveux. Et donc, dans ces cas-là, eh bien, on reste complètement figé dans un état d'activation du système nerveux ou au contraire de shutdown, de prostration, de figement. Et le système nerveux n'a plus les ressources pour vivre cette modulation qui doit normalement s'effectuer entre les phases d'activation sympathique et de repos parasympathique. Et c'est là qu'on commence à parler de stress chronique avec tout ce que ça implique et qu'on vit en mode survie, mais vraiment. Regardez le nombre d'entrepreneurs qui survivent émotionnellement, quel que soit le degré de succès qu'ils vivent. Parce que le perfectionnisme ou le fait de ne jamais pouvoir s'arrêter de travailler, par exemple, sont des réponses du système nerveux face à un trop-plein de stress. On oublie trop souvent que notre système nerveux n'a pas été conçu pour le rythme effréné du monde moderne ou pour que l'on réussisse financièrement. Il a été conçu pour notre survie, donc pour conserver notre énergie, pour éviter le changement, pour réagir de manière automatique et considérer de facto tout ce qui nous permet de sortir de notre zone de confort comme dangereux. Donc dans ma croissance entrepreneuriale, si je ne veux pas voir cela, bien sûr que je vais rencontrer le burn-out, l'anxiété, l'eczéma, l'autosabotage, le syndrome de l'imposteur, etc. Parce que je me suis déconnectée de mon corps et donc je ne vis pas. Je suis en hypervigilance et je paie le coût physiologique et psychologique de cela. Donc même si je réussis, je ne suis pas forcément heureux de cette réussite. Je n'ai pas forcément dans mon corps la capacité de la vivre pleinement, de ressentir la joie, la fierté, le plaisir qui devrait y être attaché. Donc, de quoi on a besoin? Parce que il faut être clair, on vit une vie bien terrestre avec des obligations, des deadlines, des attentes extérieures qui font qu'on ne peut pas juste dire « Ok, là je vais m'arrêter pendant 3 semaines parce que je suis KO ». Ne serait-ce que si vous avez des enfants comme moi, vous savez bien que fatigué ou pas, vous devez sortir du lit et vous occuper d'eux. Mais si vous avez des habitudes de régulation, une hygiène de régulation, au même titre que vous brossez les dents ou vous lavez tous les jours, vous ne vivez pas cet empilement du stress qui fait que vous finissez par être complètement hors jeu. Parce que la dérégulation dans le corps, c'est cette tension là où vous devriez aller bien.
ou cette anxiété, ou cette lourdeur dans la poitrine, ou ces pensées qui fusent que vous ne contrôlez plus. C'est ce malaise que vous ressentez dans le corps alors que vous abordez quelque chose dont vous avez pourtant envie. D'ailleurs, ça me rappelle que lorsque je parle aux gens de l'argent et que je leur demande ce que ça fait dans leur corps de se dire qu'ils aiment l'argent et le méritent de manière illimitée, sans rien avoir à faire pour ça, vous pouvez être sûr que la plupart des réactions sont des réactions de malaise. Soit immédiates, soit après coup lorsque des gens témoignent et me disent qu'ensuite ils n'étaient pas si tranquilles, qu'ils ont mangé compulsivement après l'atelier ou qu'ils se sont sentis extrêmement en colère. Parce que la tête dit oui, je veux, mais le corps dit j'ai peur. Et quand le corps répète toute la journée ou presque j'ai peur, et que vous ignorez, tôt ou tard vous serez bloqué. Mais quand vous savez reconnaître les signaux qui vous disent que là, c'est trop pour vous, pour votre capacité actuelle, quand vous avez les outils pour évacuer le stress et agrandir cette capacité, eh bien vous n'êtes plus freiné par le succès. Et je parle de vrais outils comme je les propose en intelligence neurosomatique parce que c'est bien de méditer ou de respirer, mais déjà tout le monde n'en est pas capable. Mais surtout, ce qu'on cherche, ce n'est pas juste de mettre un pansement, mais bel et bien de se rééduquer positivement et durablement dans le sens de la sécurité, de la croissance, de l'ouverture à l'abondance, etc. Et cette rééducation se fait sur la neuroplasticité, la capacité innée du cerveau à se remodeler, à réapprendre quelque part. Et c'est vraiment une compétence à part entière que l'on peut développer avec de la pratique. Je parle de compétence parce que vous le souhaitiez ou pas, la neuroplasticité s'effectue. On apprend tout le temps. Mais souvent, elle s'effectue à notre désavantage et on apprend toujours plus de réponses au stress et de maladaptation, comme on dit en neurologie appliquée. Mais lorsque vous apprenez comment tout ceci fonctionne, comment hacker votre cerveau en quelque sorte, eh bien là, vous retrouvez le choix de qui vous voulez être, comment vous voulez réagir, comment vous voulez aimer, comment vous voulez vivre l'abondance. Et tout ça va vraiment aller s'infuser dans toutes les sphères de votre vie et votre activité va s'en trouver transformée, alignée et puissante. C'est ça la magie de l'intelligence neurosomatique.